Alors, on va se dire une chose. Si vous tapez sur, si vous faites un screener, etc., avec voilà, les métriques classiques, les ratios classiques, PER bas, machin truc, vous allez tomber sur Comcast absolument. Surtout pour ceux qui se recherchent vraiment des compagnies nord-américaines. Et ceux qui recherchent des dividendes, vous allez vous rendre compte que, voilà, Comcast pourrait être intéressante pour vous parce que quantitativement, c'est le cas. C'est une entreprise ici qui a 3,59% en termes de dividend yield. Je pense que le PE ratio est également assez bas. Le forward PE en termes de valorisation ici semble intéressant. Donc, on paye à peu près moins de 9 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois. Donc, d'aucuns vont se dire que c'est une compagnie très intéressante. OK? Mais faites attention. Une entreprise quantitativement peut être intéressante, mais posez-vous toujours la question de savoir pourquoi est-ce que le marché me propose cette compagnie à ce prix. Rappelez-vous, chapitre 8 de l'investisseur intelligent. Celui-là que vous devez lire matin, midi et soir. OK? Donc, si vous êtes sur cette chaîne, la façon dont nous on a tendance à réfléchir est à peu près résumée dans ce chapitre-là. Nous, on attend les opportunités de marché. Donc, c'est-à-dire que le marché est là pour nous servir. Pour nous servir. Et il n'est pas là pour se servir de nous. Donc, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de lui. Okay, quand je dis qu'on ne dépend pas de lui, donc techniquement, en fait, c'est nous qui fixons le prix auquel on veut acheter certaines entités. Donc, aujourd'hui, il se lève et nous dit, OK, je suis assez dépressif ce matin, je te propose du Comcast à 37 dollars l'action. C'est 8,6 fois les bénéfices. En moyenne, le marché est peut-être à 15 fois les bénéfices, etc. C'est avec un rendement de 3,59% qui a tendance à croître. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ou bien tu passes? La réponse n'est pas aussi simple. Ça dépend, certes, des éléments quantitatifs, mais surtout, c'est quoi le problème? OK? C'est essentiellement ça qu'on va voir en date d'aujourd'hui. Donc, la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Et j'ai également joint à cette note-là un résumé sommaire ici du secteur d'activité de manière globale, afin qu'on puisse voir dans quel secteur, enfin, comment est-ce que Comcast se positionne par rapport à son secteur. Comme je l'ai toujours dit ici, une entreprise n'évolue pas enfin, dans son coin, non. Elle évolue dans un secteur en particulier. Donc, la dynamique sectorielle peut avoir tendance à l'impacter. Et pour ceux qui sont des anciens sur cette chaîne, vous savez que le secteur des médias, c'est un secteur que j'aime bien. OK? Mais également, c'est un secteur qui est en plein changement en date d'aujourd'hui. Donc, ne vous faites pas flouer par le PER ou bien par le dividende. Le dividende ici, ça peut être un peu plus complexe que ça. Et il faut se dire une chose. Comcast, c'est une compagnie en pleine restructuration. Et ça ne se voit pas au niveau des chiffres. Donc, je vais présenter la note d'analyse ici. Ensuite, on va passer à l'analyse quantitative. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, abonnez-vous à la Top Newsletter. OK? On va vous laisser quelques secondes pour le faire. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on y va assez rapidement. Alors, les résultats du TK 2024 de Comcast ont fait des vagues. Et pas forcément dans le bon sens. Elle a vu son action chuter de 11% en une seule journée, enregistrant sa plus forte baisse en plus de 2 ans. La cause, une perte inattendue de 139 000 abonnés du segment Internet haut débit, bien au-delà des prévisions de l'entreprise qui tablait sur un peu plus de 100 000 abonnés en termes de... l'entreprise tablait sur un peu plus de 100 000 abonnés. Il faut se dire une chose. Comcast est un conglomérat dans le secteur des médias. Dans Comcast, vous avez les parcs à thème. Vous avez un segment pour la télévision par câble ici. Vous avez un segment Internet haut débit. Il y a même de la téléphonie de manière... Il y a même un segment téléphonie. Donc, c'est vraiment un conglomérat. Ça fonctionne plutôt bien. Mais en date d'aujourd'hui, suivez mon regard, Netflix, et j'ai proposé une note d'analyse sur Netflix dernièrement. Vous pouvez aller regarder tantôt. Donc, Netflix, la façon de consommer le média a changé. OK? Cette façon-là, c'est la raison pour laquelle, par exemple, les compagnies comme TF1 ou M6 semblent sous-évaluées. Pour les Français qu'on a sur cette chaîne, vous allez remarquer que ces entreprises-là également présentent des opportunités d'investissement en termes quantitatifs. Mais le raisonnement, le narratif derrière peut
tantôt nous refroidit quand on rentre en profondeur. Quoique entre TF1 et M6, j'ai une préférence pour M6 parce que je pense toujours une chose. La radio ne va pas disparaître. La façon de consommer la radio a peut-être changé avec les podcasts, etc. Mais ça reste à peu près la même dynamique. C'est la publicité généralement derrière. Bref, on continue. Cette déconvenue a suscité une avalanche de questions sur la trajectoire de Comcast dans un environnement économique instable et ultra concurrentiel. Alors, que se passe-t-il vraiment? Plongeons dans les chiffres, les défis et les initiatives audacieuses que Comcast met en œuvre pour façonner son avenir. Alors, que s'est-il passé au Q4 au Q4 2024? L'histoire marquante du Q4, T4, c'est la même chose. C'est la perte de 139 000 abonnés du segment Internet au début, comme je l'ai tantôt mentionné précédemment. Excusez-moi les aléas du direct. Donc, pour une entreprise qui a longtemps compté sur cette dynamique comme moteur de croissance fiable, ce n'est pas un simple accroc, mais un signal d'alarme. Comcast a attribué cela à un churn accru parmi les clients les plus sensibles au prix, une tendance probablement liée à l'inflation et à la hausse du coût de la vie qui comprime les budgets des ménages. Quand on parle de churn ici, on parle généralement ici du taux de désabonnement ou bien du taux de non-renouvellement ici. OK? Donc, pendant ce temps, des concurrents comme T-Mobile et Verizon intensifient la pression en élargissant agressivement leur propre offre d'Internet haut débit, grignotant ainsi des parts de marché à Comcast. Verizon, AT&T, T-Mobile sont des concurrents directs à ces entités-là. On peut rajouter Charter Communication, etc. Donc, c'est un signe évident que la fidélité des clients n'est plus ce qu'elle était et Comcast en ressent les effets. Alors, concernant l'aperçu financier, malgré les déboires avec les abonnés, les résultats financiers de Comcast pour 2024 ne sont pas entièrement sombres. Les bénéfices annuels ont grimpé de 9%, une performance solide à tout égard. Mais les perspectives de 2025 assombrissent un peu le tableau. Les analystes prévoient une légère baisse des bénéfices et les revenus publicitaires, piliers de l'activité média de Comcast, devraient fléchir. Sans événements majeurs comme l'élection présidentielle américaine 2024 ou les diffusions olympiques de NBC Universal pour doper les recettes publicitaires, 2025 risque de sembler décevant par rapport à l'année précédente. Parce que les coûts, eux, augmente. Comcast investit massivement dans son ambitieux parc d'attractions Epic Universe qui devrait devenir un atout majeur pour sa division parc à thème. Et si vous suivez Disney, c'est la même logique. Parallèlement, les répercussions des grèves des scénaristes et des acteurs de 2023 se traduisent par moins de nouveaux contenus à licencier, ce qui pèse davantage sur la rentabilité. Et on en a parlé en 2024. Pour ceux qui sont sur la chaîne, on en a parlé en 2024. Quand on faisait une revue du secteur des médias, on en a parlé. OK? Donc, c'est important de lire les rapports financiers, mais surtout d'écouter tout ce qui se passe dans le secteur d'activité de manière générale. OK? Si vous n'avez pas le temps de le faire, ça tombe bien, je le propose ici dans le service Top Premium, en description de la vidéo. Donc, c'est ici, celui-ci. Donc, au niveau des analyses sectorielles, c'est exactement ce que je fais. Parce que moi, j'aime bien m'informer sur le secteur d'activité. Parce que pour faire du stock picking, il faut aimer lire, les amis. Mais il faut surtout avoir un certain jugement afin d'interpréter les résultats ou bien les informations de manière générale. Je n'aurai pas précisément raison. Après tout, ce n'est pas ce que je cherche. Mais on trouve parfois ici des éléments qui reviennent à chaque fois dépendamment des conference calls. OK? Donc, vous allez retrouver ça dans le Top Premium. Et je reviens ici. Donc, c'est une situation qu'on connaissait déjà parce que quand il y a une grève, les gens ne travaillent pas. Et s'ils ne travaillent pas, on ne peut pas produire du contenu. Et si on ne peut pas produire du contenu, ça veut dire ici ça aura un impact sur le contenu qu'on va licencier plus tard. Parce que ces entreprises-là, ce sont Comcast a des studios je crois qu'on appelle ça encore, enfin, ce sont pour des films, d'accord? Elle a des studios un peu comme les trucs comme pas Universal, enfin comme NBC, je pense que NBC Universal appartient ici à Comcast. Mais voilà, donc il n'y aura pas de film, donc tout est à l'arrêt parce que les scénaristes grèvent et les acteurs également. S'il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas d'acteur, bah, techniquement, il n'y a pas de film ou de série. OK? Et j'ai toujours dit une chose,
dans cette course au streaming ici, au meilleur contenu ou bien à la production de contenu, ceux qui vont vraiment bénéficier de cette dynamique-là, ce sont tous ceux qui travaillent dans le domaine. Je ne sais pas parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur ici des médias de manière générale. Laissez-nous savoir en commentaire, est-ce que je raconte de la merde ou bien il y a des nuances à apporter? C'est important. Parce que je pense que parmi vous, il y a certains d'entre vous ont une certaine expertise. C'est la raison pour laquelle je privilégie généralement ici une communauté, une communauté qui a à peu près la même vision, parce qu'on a à peu près des expériences ici différentes, et ces expériences ici peuvent nous permettre de mieux apprécier certains business. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur des médias ici de manière générale, ou bien qui ont une certaine idée de ce secteur d'activité, laissez-nous savoir en commentaire. Et je vous remercie tantôt par rapport à ça. Donc, c'est un exercice d'équilibre délicat, investi pour l'avenir tout en affrontant des pressions immédiates. Alors, il faut se dire une chose. La nouvelle la plus marquante est sans doute le projet de Comcast de séparer MSNBC et d'autres réseaux câblés pour en faire une nouvelle société cotée en bourse provisoirement appelée Newco, elle n'a pas encore de nom, d'ici fin 2025. En réalité, je vais vous dire, là, on se sépare ici des actifs, enfin, on se sépare entre parenthèses du boulet. D'accord? Enfin, des actifs les plus à risque à court terme de manière ou à moyen terme de manière générale. Et donc, ces actifs, quand on va les spin-off, vous qui êtes actionnaire de la compagnie, vous allez sans doute recevoir une partie de cette nouvelle entité-là. Et ce qui va se passer, c'est que certains d'entre vous vont se poser la question de savoir est-ce que je garde, est-ce que je vends. C'est un peu comme 3M et Solventum. Je vous avais mentionné ici que Solventum, il faut la garder. Il y a quelque temps. Les preuves sont là. Les vidéos sont là. J'ai fait une vidéo d'analyse sur 3M plusieurs fois. Et rappelez-vous, sur 3M, quand le pessimisme, on avait un pessimisme ambiant ici du fait que, on va nous condamner, il y a les procès, etc. En réalité, le discours était un tout petit peu mitigé chez moi parce que oui, ça existe, mais les chiffres qui étaient avancés, moi, je mentionnais toujours qu'il fallait plutôt faire attention par rapport à ça parce que ça pourrait être bien moins élevé que ça. Et je ne me suis pas trompé par rapport à ça. Et je rappelle une chose, je n'ai pas investi sur 3M ni quoi que ce soit parce que c'est pas parce qu'une entreprise m'intéresse ou bien je vois des choses intéressantes que je vais acheter toutes les entreprises dans ce monde-ci. Je fais tout pour avoir le moins d'entreprises possible dans mon portefeuille. OK? Donc, il y a toujours des gens qui me posent la question, mais si c'est intéressant, pourquoi tu n'achètes pas? Je ne peux pas tout acheter. J'ai 2300 vidéos sur cette chaîne et parmi les 2300, il y a au moins, je dis bien au moins, une quarantaine d'entreprises qui étaient intéressantes. Mais parmi la quarantaine d'entreprises, je ne pense même pas avoir acheté 20%, ou même 10%. OK? Et parfois, la meilleure opportunité d'investissement se trouve peut-être déjà dans nos portefeuilles respectifs. Et j'inclus le mien dans celui-là. OK? Donc ici, quand on va spin-off MSNBC, sortez de là. C'est la partie la plus à risque. Mais ce qui va se passer dans ce secteur-là, il y aura une consolidation. OK? Quand un secteur est en difficulté, généralement, c'est ce qui se passe. Donc, quand on spin-off, c'est pour que ça soit plus facile ici de pouvoir, que ça soit plus facile ici de revendre MSNBC. Et c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas si MSNBC va racheter une autre entité, etc. Mais on va continuer à suivre le dossier. De toute façon, ça fait assez longtemps qu'on est sur le secteur des médias. Donc, on continue à suivre ces différents dossiers-là. Donc, dites-vous une chose. Comcast est certes dans le segment, enfin, on va en parler tantôt tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un simple réajustement, mais un pivot stratégique. En se débarrassant de ses actifs, Comcast peut prendre ses distances avec le marché déclinant de la télévision par câble traditionnelle et se concentrer sur des secteurs plus prometteurs comme l'Internet haut débit et le streaming. Pour Newco, cette scission pourrait ouvrir la voie à une consolidation dans le secteur de la télévision payante, une industrie qui réclame une réinvention. C'est un pari calculé pour rationaliser les opérations et libérer une valeur cachée, même si la transition s'accompagne de turbulences à court terme. Donc, pourquoi les investisseurs n'ont pas encore abandonné Comcast? C'est la question. Malgré l'échec du T4, l'action Comcast pourrait être une opportunité sous-estimée. Je m'explique, entre parenthèses, parce que c'est un tout petit peu à risque. Si on choisit même y investir, il faut aller avec une toute petite partie de son portefeuille.
Elle se négocie à des multiples de valorisation historiquement bas, ce qui pourrait séduire des investisseurs croyants, bien croyants, j'aurais bien mis, ça aurait été préférable que je mentionne bien croyants en majuscule, croyant en la vision à long terme de l'entreprise. La scission ajoute une couche d'intrigue. Certains estiment qu'elle pourrait éliminer la décote de conglomérat, parce que comme je l'ai dit, c'est un conglomérat dans le secteur des médias, qui a maintenu le portefeuille diversifié de Comcast sous-évalué. Dans un marché dynamique, cette restructuration pourrait même attirer des investisseurs activistes cherchant à faire bouger les choses et maximiser les rendements pour les actionnaires. Pour l'instant, c'est une action à surveiller. C'est tout. D'accord? Donc, Comcast n'est pas encore tiré d'affaire, il faut le mentionner. Les prochains trimestres pourraient être agités avec des pressions sur les bénéfices et des coûts de restructuration susceptibles de mettre la patience des investisseurs à l'épreuve. Si vous n'avez pas de conviction, n'allez pas investir sur Comcast. Même en prenant du recul, on voit une entreprise en pleine transformation. Les scissions, en particulier, pourraient changer la donne, préparant Comcast à un avenir plus léger, plus focalisé. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait être plus, comment dire ça, se concentrer sur les segments du streaming ici, ok, ainsi que sur les parcs à thème. Donc, elle sera également assez agile pour le faire. Et quand on a un spin-off, regardez également où est-ce qu'on va envoyer la majeure partie de la dette, parce qu'on peut spin-off ici en envoyant aussi une grosse partie de la dette sur la nouvelle entité. Et donc, ça pourrait être un avantage ici pour Comcast. De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, dès qu'il y a spin-off, moi, si j'étais investi sur Comcast en date d'aujourd'hui que j'y croyais, j'allais uniquement garder du Comcast. Je ne sais pas si elle va changer de nom ou quoi que ce soit, mais NewCo ne m'intéresse pas de manière générale. Le succès dépendra de l'exécution et de la capacité de Comcast, et c'est important de mentionner l'exécution, parce que quand on est en pleine restructuration, les amis, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. D'accord? Donc, le succès dépendra de l'exécution et de la capacité de Comcast à s'adapter à un paysage médiatique et télécom en évolution rapide. OK? Et on va s'arrêter également quelques secondes pour permettre à ceux qui viennent d'arriver, ou bien ceux qui sont arrivés ici, de s'abonner à la Top Newsletter. Et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le service Top Premium. Et pendant que vous êtes sur cette page, cliquez sur le pack du débutant. En bas de page ici, comme je l'ai mentionné tantôt, le pack du débutant, je l'enlèverai à partir du 7 du mois d'avril. Et je vous encourage ici, en description de la vidéo, vous avez un lien directement pour le pack du débutant et vous verrez à peu près ce que je vous ai réservé à ce niveau-là. De toute façon, on va y revenir dessus en fin de vidéo. Donc, les défis de Comcast ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une refonte plus large du monde du câble et du satellite. Faites attention. Comcast également exerce dans le secteur du divertissement, okay, et de la production de films. Donc, il y a à peu près, je pourrais même dire qu'il y a 3 industries dans cette compagnie-là. Si on ajoute également les télécommunications. Donc, les éléments qui touchent Verizon, les éléments qui touchent Disney, les éléments également sont les mêmes éléments qui vont avoir tendance les mêmes dynamiques qui vont avoir tendance à toucher Comcast dans une certaine mesure. Et je pense même également que Disney et également dans le secteur de le secteur du câble et du satellite, on va le dire comme ça, mais également dans le secteur du média. De toute façon, on va en parler parce que la vidéo qui va suivre, la prochaine vidéo, je vais parler de Disney de manière générale. OK? Donc, c'est important de toujours connaître dans quel secteur d'activité on exerce ici, et dites-vous qu'il y a des forces, si on peut être sur des industries différentes. OK? Et dépendamment des industries, si les dynamiques sont différentes. OK? Donc, les consommateurs délaissent la télévision payante traditionnelle au profit des géants du streaming comme Netflix et Hulu, ou optent pour des offres numériques allégées proposées par des fournisseurs virtuels. Hulu qui appartient ici à Disney. Hulu qui était une co-entreprise entre Disney et Comcast. Et Disney avait la possibilité de payer un certain prix à une période donnée ici pour prendre ici comment on dit ça, pour récupérer ici la possession totale ici de Hulu. Donc elle a dû payer un gros montant ici il y a quelques années ici je pense que c'était l'année passée comment on appelle ça, à Comcast. Et Netflix, vous vous rappelez, pendant que tout le monde bazardait du Netflix, je vous ai toujours dit que Netflix a du potentiel.
et elle a un pricing power. Regardez juste, est-ce que votre facture n'a pas augmenté sur Disney sur les 6 derniers mois? C'est la question que je pose. La mienne a augmenté d'au moins 20%. Et je continue à payer. Même si ça augmente encore de 20% l'année prochaine, je vais également garder. Je pense que il faut comparer l'argent que vous allez dépenser pour le streaming ici, il faut le comparer à ce que vous aurez dû payer pour la câble-distribution de manière générale. Okay? Donc, ce qui va se passer dans le secteur de la câble-distribution, c'est qu'il y aura une consolidation, il y aura une proposition ici de valeur en permettant ici enfin, une proposition de valeur plus concurrentielle par rapport à ce qu'on peut proposer dans le streaming. On aura à peu près les mêmes prix, etc. Mais voilà, pour le moment, c'est une industrie qui est en plein changement. Donc, parallèlement, des innovations comme la vidéo ultra haute définition 4K et l'Internet ultra rapide gagnent du terrain, tandis que la vidéo mobile et les services sans fil groupés émergent comme les prochains champs de bataille. Ajoutez à cela une vague de fusion comme le rachat des Dish Network par EchoStar pour 26 milliards de dollars et une poussée dérégulatrice de la FCC sous direction républicaine et vous obtenez une industrie en pleine mutation. Pour Comcast, c'est un moment crucial pour pivoter, s'adapter et prospérer. En fin de compte, les résultats du T4 de Comcast racontent une histoire de contraintes à court terme avec une lueur de promesses à long terme. La perte d'abonnés fait mal. Mais les initiatives stratégiques en cours suggèrent une entreprise qui refuse de rester immobile. Et c'est important de ne pas rester immobile. Sa capacité à transformer les défis en opportunités dépendra de la manière dont elle négocie ce tournant. Une chose est sûre, dans le marché actuel en rapide évolution, rester immobile n'est pas une option. Et si on va au niveau des chiffres en date d'aujourd'hui, pour Comcast, on va faire ici un tour d'horizon assez rapide parce que si on s'était arrêté au niveau des chiffres, tout est beau, pour vous dire la vérité. Quand on regarde la croissance des revenus, on aurait dit « Ah, croissance des revenus, intéressant ». Aussi, ça ressemble à une compagnie plutôt mature, de manière générale. Mais faites attention à une compagnie qui commence à croître moins vite que l'inflation moyenne. Ça veut dire que le pricing power commence à diminuer, donc faites attention. OK? Faites attention. Donc, quand vous regardez la croissance actuelle d'une entreprise, regardez à peu près le taux d'inflation moyen ici. Moyen. Regardez également la taille du marché et la croissance moyenne du marché, d'une manière générale, du marché dans lequel elle exerce. OK? Donc, vous avez la marge brute qui est également stable. Donc, c'est intéressant. Le premier niveau de pricing power, c'est de maintenir la marge brute stable. Je sais que la vidéo a un tout petit peu assez duré ici et que, voilà, certains qui veulent juste savoir est-ce que c'est sous-évalué ou pas du tout. Sachez une chose, Comcast c'est sous-évalué. Mais alors, est-ce que vous êtes prêt à accepter ce risque-là? Point d'interrogation. Et on continue avec ceux qui veulent vraiment apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse. Alors, en termes de marge brute, vous allez voir ici que c'est assez stable. On aime ça. Marge EBITDA, on a une pression des marges EBITDA. Et comment est-ce que vous allez interpréter ceci? Peut-être qu'on a une dépense de plus en plus élevée du point de vue opérationnel. Les dépenses opérationnelles augmentent de plus en plus. Rappelez-vous, les scénaristes ont fait grève avec les acteurs. Vous pensez que c'était pour avoir des salaires moins élevés? Bien sûr que non. Donc, ensuite, on regarde le nombre d'actions. Oh, il diminue. Magnifique. On compare net income et free cash flow aussi, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. On voit ici que free cash flow a tendance à aller... Enfin, free cash flow est légèrement plus élevé que le net income. Et quand on prend les free cash flow du point de vue marge, on a à peu près combien? Quelque chose d'assez stable. Et vous vous rappelez généralement ici, si on faisait juste l'analyse quantitative, vous alliez vous dire ici que cette compagnie est très intéressante. C'est peut-être l'opportunité du siècle. Mais sous le capot, l'histoire est un tout petit peu mitigée. D'accord? Ce n'est pas noir ou blanc. D'accord? Il faut faire attention. Nous avons une entreprise en pleine transformation. Ça ne veut pas dire qu'elle va échouer, elle va disparaître ou quoi que ce soit, mais il faut toujours être prudent. C'est-à-dire que si l'entreprise m'intéresse, en termes de pondération, je dois être extrêmement prudent. Maintenant, combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre d'entreprise? C'est la grosse question qu'on se pose. Et encore, combien de fois les bénéfices actuels sur une compagnie qui a tendance à avoir certains segments d'activité de moins en moins en croissance. Et je rappelle encore que l'analyse que je fais en date d'aujourd'hui, c'est avant le spin-off. Après le spin-off, on aura sans doute quelque chose de moins élevé que ça. Et donc, si je prends ici la moyenne
Sur les 10 dernières années, c'est 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières, je sais, certains vont dire 14,7 fois les bénéfices, mais vous savez, moi, je paye 10, 15, 20 et 25. Je ne prends pas 17 ou 18 ou des choses comme ça. Quand c'est 17, je mets 15. Quand c'est 18, je mets 20. OK? Donc, ici, en moyenne, c'était à peu près une vingtaine de fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Mais la dynamique a changé. Nous n'avons plus le même type d'entreprise qu'il y a 10 ans. Ça a littéralement changé. La dynamique sectorielle n'est plus la même. Les consommateurs, la façon de consommer le média a complètement changé. Et donc, il faut se remettre en question. Alors, si on va donc si on va se dire ici que c'est une entreprise qui pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices, et encore, je suis même très gentil. Net debt sur EBITDA, ça donne à peu près combien? Nous avons à peu près 96, c'est bien ça? 98 milliards de dettes nettes. C'est beaucoup. Mais il faut toujours comparer par rapport au free cash flow. Actuellement, elle peut repayer la dette nette ici. Disons que c'est 100 milliards divisé par 15. Elle peut repayer la dette nette ici en moins de 7 ans. Mais dans la situation actuelle, il faut être extrêmement prudent. C'est pour ça que je dis, quand on va spin-off, j'espère qu'on va charger la nouvelle entité on va la charger de dette. Pour alléger un tout petit peu ici la dette sur le segment comme cas de manière générale. Et je dis ici que si tout allait bien pour toutes les activités de ce business, parce que le segment streaming, ça va, les parcs à thème, ça va, on pouvait se dire ici que c'est correct. C'est une dette qu'elle peut gérer. Mais nous avons une entreprise en pleine restructuration qui doit investir massivement également ici. Et donc, il faut faire attention. Donc, 7 fois les free cash flow, c'est beaucoup. Vous voyez que le raisonnement change quand on regarde à peu près ce qu'on a sous le capot. Et après ça dépend de mon propre jugement. Hein. Certains d'entre vous, après avoir lu les rapports financiers, écouté les conférences call, ils sont peut-être très, très optimistes. Mais moi, je ne le suis pas. Et ça, c'est mon jugement, c'est mon raisonnement. OK? Il faut également mentionner ici que c'est ma conviction. Et vous ne pouvez pas vous substituer à ma conviction si vous n'avez pas lu les rapports financiers. On ne peut pas parler de la même chose. OK? Lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call et donnez-nous votre avis en commentaire. Laissez-moi également savoir ceux qui ont du Comcast en portefeuille, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Alors, du point de vue évaluation, franchement, si je t'ai forcé à acheter cette compagnie, je ne l'aurais pas acheté à plus de 10 fois les bénéfices. Parce que les dangers, une restructuration n'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas 1 plus 1 va égale 2. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça peut ne pas fonctionner. Donc, en termes de pondération dans mon portefeuille, je vais être prudent. De 2, du point de vue évaluation, je ne paierai pas plus de 43 $ à l'action pour cette compagnie. Si je me situe à 15 fois les bénéfices, OK, on va les prendre ici on a les free cash flow sont généralement plus élevés ici. Donc, si on les prend les bénéfices nets ajustés à 15 fois les bénéfices, ça donne 108 $. 108 $ moins la dette nette. OK, ça donne combien? 108 moins 25. On fait 1,08 moins 25. Ça donne à peu près combien? 83 $. Vous allez vous dire, oh, extrêmement sous-évalué. Mais franchement, mon niveau de confiance par rapport à cette... excusez-moi, je fais une erreur. J'ai fait une grosse erreur. Attendez, je l'ai pris. Mettons là, c'est 15 fois les bénéfices. Voilà. Donc, c'est 79 $. OK? 79 moins 25. Ça donne combien? Au total, 54 $. Si on la prend à 10 fois les bénéfices attendus en 2027, c'est un business qui est assez prévisible. 100% du temps, les analystes ont raison ici. On peut se dire ici que nous avons un business qui est sous-évalué. Le dividende en lui-même, il est safe du point de vue payout ratio. En date d'aujourd'hui, c'est à peu près 30% en termes de payout ratio. Sur les années à venir, on s'attend à peu près à rester en dessous des 30% ici. N'oubliez pas également une chose. Il y a le rachat d'actions dont le shareholder yield est peut-être plus élevé que ça. Quand on prend en considération le dividende plus le rachat d'actions qu'on a versé, le rachat d'actions ici, ça donne à peu près un rendement plus élevé que ça. Mais comme j'ai dit, Comcast en date d'aujourd'hui doit, rembourser la dette. C'est pour moi la chose la plus importante. Parce qu'une entreprise en pleine restructuration a plus de chances de survivre à long terme si le niveau d'endettement est bas. Je ne dis pas que la dette est très élevée, mais c'est un point pour moi ici sur lequel l'entreprise devrait travailler. Parce que l'avenir est incertain pour la compagnie. Même sur le segment du streaming, on en parle,
même sur le segment du streaming, ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est vrai que l'heure est à la rentabilité. Au lieu ici d'avoir des abonnés de plus en plus élevés, ils veulent plutôt être rentables dès le début. Mais alors, les marges ne sont pas aussi bonnes que sur le segment de la câble-distribution. OK? Bref, pour moi, Comcast aujourd'hui paraît sous-évalué. C'est le cas. Est-ce que c'est une entreprise intéressante à voir en watchlist? Il faut se dire la vérité, oui. Les activités de streaming et le parc à thème ont une certaine avenir. Mais on va rester prudent. Pour moi, je mettrais ici 53 $ du point de... C'est 10 fois les bénéfices attendus en 2027 ici. OK? Je mettrais 53 $ du point de vue... Et non le chiffre 5... Enfin, ouais, c'est ça. C'est même 53. Je mets 54 même, c'est parfait. 53, 54, c'est la même chose. On va le mettre où? Ici, Comcast. On va mettre 53 $. Ça nous mettra ici que c'est sous-évalué de 44%. Donc, ils vont se dire, mais finalement, Thierry, tu prends quoi? 53, 54? En fait, on s'en fout. La précision ici c'est pas ce qu'on recherche. Que ce soit 54, 53, 43, c'est la même chose. OK? Quel est le problème? Est-ce que je suis prêt à assumer ce risque-là? C'est ce qui devrait m'intéresser. Est-ce que je comprends ce que l'entreprise fait? Quel est mon rendement sur coût d'acquisition? Donc aujourd'hui, par exemple, si Comcast vous reverse la totalité des dividendes, la totalité des bénéfices attendus en 2027, OK, par rapport au prix actuel à 37 $, vous avez un rendement sur coût de 14%. Les amis, je viens de passer 30 minutes à faire une vidéo sur Comcast, une entreprise que je n'ai pas en portefeuille. OK? Ça, c'est la vidéo. Comme je l'ai dit, elle est enregistrée en live. Pour lire, écouter les conférences calls, faire une analyse sectorielle, ça peut me prendre littéralement une journée. OK? Parce qu'il faut lire différentes entités, etc. Et je suis même gentil en mentionnant une journée. Ça, c'est dire en se disant que j'ai commencé il y a très longtemps. OK? Donc, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement, un commentaire. OK? Donc, ici, pour moi, c'est sous-évalué, certes, mais vous connaissez la situation. Maintenant, vous n'avancez pas à l'aveugle. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, comme je l'ai mentionné, le 7 du mois d'avril 2025, j'enlèverai complètement, enfin, il ne sera plus possible ici d'accéder au pack du débutant, mis à part, il sera toujours disponible dans le service Top Premium. Et donc, vous avez 40% ici jusqu'au 7 avril 2025. OK? Vous avez un lien en description de cette vidéo. Donc, nous ici, enfin, le pack du débutant, vous avez comment lire les rapports financiers, lire des états financiers, maîtriser les rates. Et je vous donnerai également accès au forum public, de manière générale. Et donc, on va se dire une chose. Comcast, c'est intéressant. Vous connaissez les risques. À vous de choisir si ça vous intéresse ou enfin, si vous voulez assumer ces risques-là ou pas du tout. Pour ceux qui possèdent du Comcast, qui ont peut-être un avis différent, laissez-nous savoir. OK? Pour moi, le dividende ici, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Mais comme je l'ai dit, on a des problèmes plus urgents que ça. C'est un peu comme avec Stanley Black & Decker. Vous vous rappelez, j'ai suivi cette compagnie pendant toute la restructuration, un peu comme Troisième également. Enfin, je n'aimerais pas dire que je peux avoir un avis, mon avis est important ni quoi que ce soit, non, pas du tout. Investir avec conviction, ceci me concerne uniquement, d'accord? Je me suis assis, j'ai lu, j'ai écouté, et voilà ce qui en ressort. Maintenant, vous pouvez faire la même chose, le même exercice que moi, et avoir un avis complètement différent. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, pack du débutant, 7 du mois d'avril jusqu'au mois d'avril 2025, vous avez 40% de réduction. Comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, comment maîtriser les rates, qui est une formation thématique. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.